Dans cette formation Excel, nous proposons de montrer comment il est possible de générer plusieurs nombres aléatoires uniques et bornés, et ce sans code VBA. Les applications sont nombreuses. Il pourrait par exemple s'agir d'attribuer des ordres de passage aléatoires à des candidats pour changer de l'éternel classement alphabétique. C'est aussi une façon dérivée de trier aléatoirement des tableaux. Nous le verrons en application directe dans la prochaine formation. Dans l'exemple que je vous propose, où des candidats sont référencés par leur nom et prénom entre autres, l'objectif est de pouvoir leur attribuer un numéro de passage unique, sachant qu'ils sont 30, donc du numéro 1 au 30e. Lorsque nous cliquons sur le bouton Générer de cette application finalisée, constatez que, moyennant un traitement, tous les numéros ici sont redistribués de façon unique pour chacun des candidats, et ainsi de suite, à chaque fois que l'ordre est demandé. Pour ce faire, et comme toujours, je vous propose de partir depuis un classeur source qui propose déjà la structure. L'objectif, dans un premier temps, est de générer par les calculs Excel des nombres aléatoires. Nous avons besoin de 30 nombres aléatoires uniques pour les 30 candidats. Ce que je vous propose, dans des colonnes arbitraires que nous pourrons masquer à l'issue, à partir de la cellule H5, est d'utiliser la fonction aléa entre bornes, que nous avons déjà démontré dans d'autres formations Excel. Le principe de cette fonction est de générer un nombre aléatoire en définissant une borne inférieure, donc que nous allons caler à 1, et une borne supérieure que nous allons caler à 30, puisqu'il y a 30 candidats. Nous fermons la parenthèse de notre fonction, nous validons le calcul par contrôle-entrée pour conserver la cellule active. Le premier nombre aléatoire généré est donc 20. Et nous allons tirer cette poignée de manière à répliquer cette logique de calcul sur un nombre exagérément important de lignes. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement pour nous assurer que statistiquement, nous serons en mesure de générer effectivement 30 nombres aléatoires uniques entre 1 et 30. Il s'agira ensuite d'être capable de les repérer pour les extraire. Donc nous tirons la poignée par exemple jusqu'à la ligne 350 ou 400, peu importe, comme je vous le disais, exagérément long. De retour sur notre feuille de calcul, le principe dans un premier temps est de pouvoir extraire uniquement les valeurs de ces nombres aléatoires, car comme vous le savez, tout calcul dans Excel est dynamique à la moindre action, comme par exemple ici, nous entrons en saisie dans la cellule et nous validons, constatez que tous les nombres aléatoires sont régénérés. Or nous souhaitons pouvoir générer ces ordres de passage une seule fois sur ordre, c'est-à-dire au clic sur le bouton générer. Donc nous allons construire une macro qui consiste à copier l'ensemble de ces valeurs pour les coller sans liaison dans la colonne qui est située juste à sa droite. Et nous utiliserons cette colonne pour faire l'extraction, ou plutôt le repérage par numéro incrémenté de chaque valeur aléatoire unique. Pour ce faire, donc, nous activons le ruban développeur. Je vous rappelle que la formation pour débuter la programmation en VBA Excel rappelle comment l'afficher. Et nous allons choisir d'enregistrer une macro en cliquant sur son bouton. Nous la nommons par exemple générer et nous cliquons sur OK pour simuler les actions strictement nécessaires. Il faut se borner aux actions strictement nécessaires. Nous sélectionnons la première valeur de la plage des nombres aléatoires. Nous allons naviguer jusqu'en bas de la plage de cellules grâce à l'ascenseur de manière à pouvoir intégrer dans la sélection grâce à la touche Maj l'ensemble de ces chiffres ou plutôt de ces nombres aléatoires. Ensuite, nous pourrions les copier par le raccourci clavier CTRL-C ou encore, depuis le ruban accueil, cliquer sur le bouton Copier. De fait, nous n'avons plus qu'à nous positionner dans la colonne en regard, en I5, et à coller ces valeurs, mais attention, avec une petite particularité, uniquement les valeurs sans aucune liaison, donc de manière à ce qu'elles soient complètement déliées. Les actions sont terminées. Dans la foulée, nous devons donc stopper l'enregistrement de la macro. C'est pourquoi nous repassons par le ruban développeur et nous cliquons sur le bouton Arrêter l'enregistrement. Constatez désormais que lorsque nous allons
régénérer le calcul par une action, comme par exemple ici nous entrons en saisie que nous validons, vous remarquez que la plage de gauche est effectivement régénérée car elle est liée par calcul, tandis que la plage de droite reste statique, exactement ce que nous voulions. De fait, nous pouvons en effet lier notre bouton généré qui a été prédisposé sur cette feuille à cette macro. Pour ce faire, nous cliquons avec le bouton droit de la souris dessus et dans le menu contextuel, nous choisissons affecter une macro. Dans la liste, ici nombreuse, car en ce qui me concerne, il y a toutes les macros du classeur de macros personnels, le petit modèle qui a permis notamment de construire toutes les fonctionnalités du ruban action. Il y a une formation à ce sujet sur le site bombage.fr et sur la chaîne YouTube. Il s'agit tout simplement de désigner, de sélectionner la macro que nous venons de créer, et puis de cliquer sur OK pour effectuer le lien entre les deux. Si bien que désormais, à chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton générer, en même temps que les nombres aléatoires sont régénérés, eh bien leur ancienne valeur ici est copiée et collée dans la colonne de droite. Nous devons désormais repérer par des numéros incrémentés tous ces nombres aléatoires uniques constatés en ce qui concerne le chiffre 2 par exemple, qu'ils se répètent ici. Or, l'objectif est de pouvoir attribuer un ordre de passage unique à chacun des candidats. Et donc, nous allons exploiter un petit calcul intermédiaire que nous connaissons bien désormais. Nous l'avons exploité dans diverses formations consistant à extraire tous les enregistrements d'une référence depuis une base de données. Le principe consiste tout simplement à compter le nombre de fois que la valeur en regard a déjà été inscrite dans la colonne. Nous allons exploiter une fonction conditionnelle si pour émettre un test logique, un critère. Le principe est de dire que si elle a déjà été repérée, alors nous ne devons plus la repérer. Et dans le cas contraire, nous devons la repérer avec un numéro incrémenté de manière à ce qu'elle soit différente des autres. La fonction Excel nb.si, comme vous le savez, permet de compter le nombre de fois qu'un critère est satisfait sur une plage de cellules. Cette plage de cellules, volontairement, nous allons la désigner juste au-dessus de la plage sur laquelle nous sommes en train de faire l'étude. Et en l'occurrence, vous voyez, je voulais sélectionner I4, mais comme il s'agit d'une cellule fusionnée, eh bien c'est la cellule H4 qui est inscrite. Donc cette plage de cellules va commencer à partir de la cellule I4, c'est-à-dire de la cellule située juste au-dessus du calcul. Nous enfonçons les deux points et nous allons de nouveau inscrire I4 de manière à générer une plage artificielle qui pour l'instant ne correspond qu'à une seule cellule. Nous prenons soin de figer seulement la borne supérieure de manière à ce que lorsque le calcul sera répliqué, que cette plage progresse vers le bas en même temps que la formule, puisqu'il s'agit de compter toutes les fois où le nombre aléatoire a été comptabilisé avant même qu'il ne soit inscrit. Point virgule sur cette plage de cellules, comme l'indique l'infobule, quel est le critère que nous souhaitons dénombrer? Eh bien, nous souhaitons savoir si sur la plage de cellules précédente, celle qui progresse en même temps que le calcul, si ce nombre aléatoire a déjà été recensé. Et pour ce faire, eh bien, dans la comparaison, nous enfonçons le symbole supérieur, supérieur à 0. Est-ce que il a déjà été compté? Si nb.si renvoie une valeur numérique supérieure à 0, cela signifie que ce nombre a déjà été inscrit. Auquel cas, point virgule, comme le veut la syntaxe de la fonction Excel-si, que devons-nous faire? Eh bien, dans le cas où cette valeur a déjà été recensée, justement, nous ne souhaitons rien faire. C'est pourquoi nous inscrivons deux guillemets pour conserver la cellule vide. Dans le cas contraire, en revanche, le cas contraire signifie que nb.si retourne 0, donc que ce nombre aléatoire n'est pas connu. Eh bien, nous souhaitons repérer par un indice numérique, incrémenter cette valeur. Nous exploitons, comme nous l'avons fait donc dans d'autres formations, la fonction max qui sur une plage de cellules va permettre de retourner la plus grande des valeurs. Et la plage de cellules sur laquelle nous allons agir, c'est la colonne J que nous allons faire progresser en même temps que le calcul en partant de J4, donc 2 points J4 dans un premier temps pour le premier calcul, afin de générer cette plage artificielle qui n'est autre que la cellule J4, pour laquelle nous allons, comme précédemment, borner ou plutôt figer, la borne supérieure, de manière à ce qu'elle puisse s'étendre en hauteur en partant de J4.
Cette fonction max va retourner le numéro le plus grand. Si par exemple 18 a déjà été trouvé, eh bien il n'y aura rien. S'il n'a pas été trouvé, il y aura 1. Donc, si nous l'incrémentons de la valeur 1, elle va retourner 2, puis 3 pour le prochain, puis 4, etc. Ces numéros incrémentés nous permettront ensuite d'extraire tous ces nombres aléatoires uniques pour définir ces ordres de passage. Nous fermons la parenthèse de la fonction si, nous validons le calcul par contrôle entrée, constatez que fort logiquement le nombre 18 est tout de suite repéré, et nous allons double-cliquer sur la poignée de la cellule de manière à répliquer cette logique sur la hauteur de notre petit tableau intermédiaire. Remarquez que le nombre 18 ayant déjà été repéré précédemment, forcément, qu'il n'est plus marqué dans la colonne intermédiaire, la colonne J. Il en va de même pour le nombre 19 et comme nous l'avions remarqué tout à l'heure, pour le chiffre 2 qui n'est repéré qu'une fois. Il s'agit donc ensuite d'exploiter ces numéros incrémentés, c'est-à-dire de faire la recherche du chiffre 1, puis du 2, puis du 3, du 4, en même temps que le calcul progresse, pour extraire en regard le nombre aléatoire unique afin de définir des ordres de passage qui soient strictement uniques pour chacun des candidats. Et pour ce faire, donc, nous nous positionnons directement dans la colonne E pour ces ordres de passage, et comme il s'agit de calcul d'extraction, comme nous l'avons évoqué à maintes reprises, nous allons exploiter un garde-fou, la fonction Excel si-erreur, qui va permettre de tester cette extraction. Si elle fonctionne, eh bien, elle va retourner la valeur, importer, rapatrier, et dans le cas contraire, elle va gérer cette erreur pour laisser la cellule vide. Car je vous rappelle qu'une fonction d'extraction, lorsqu'elle ne trouve pas l'élément qui lui est proposé, retourne une erreur. Nous exploitons les fonctions index et équive. Souvenez-vous, la fonction index permet de retourner la valeur d'un élément recherché dans une matrice, ou plutôt un tableau de données, en fonction de son indice de ligne et de son indice de colonne. L'indice de colonne, nous le connaissons, c'est ce nombre aléatoire. L'indice de ligne va tout simplement dépendre de ce numéro incrémenté. Nous commençons par lui définir le tableau sur lequel cette recherche et cette extraction doit être effectuée. Et pour ne pas nous embêter, afin que les calculs soient dynamiques, comme vous le remarquez, par les étiquettes de colonnes, nous désignons la plage HJ, c'est-à-dire l'intégralité des cellules contenues dans les colonnes H, I et J pour la recherche. Point-virgule de manière à passer dans le numéro de ligne à retourner pour que cette fonction index puisse extraire l'information correspondante. Il faut lui indiquer le numéro de ligne de 1, de 2, de 3, etc. C'est-à-dire, en même temps que nous allons répliquer le calcul, eh bien être capable d'incrémenter le numéro de recherche. Et pour ce faire, c'est une astuce que nous avons mise en œuvre à maintes reprises. Nous exploitons tout d'abord la fonction équive qui, comme nous l'avons déjà démontré, permet de retourner l'indice de ligne, ici en l'occurrence, d'une valeur cherchée dans un tableau de recherche, c'est-à-dire une colonne de recherche. La valeur cherchée est ce numéro 1 qui va devenir 2, puis 3. Et pour ce faire, l'astuce consiste à lui passer, grâce à la fonction ligne, cet indice qui est mouvant, qui va évoluer. Ligne, nous nous positionnons sur la première ligne, par exemple la cellule H1, pour que, avec le premier calcul, elle retourne le chiffre 1, soit la valeur 1, à chercher. Lorsque nous allons répliquer le calcul, elle va donc retourner 2, puis 3, puis 4, et donc nous allons produire toutes les recherches et donc toutes les extractions liées. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne. Nous venons d'indiquer à la fonction équive quelle était la valeur cherchée pour retourner l'indice de ligne. Point virgule. Faut-il encore lui indiquer à quel endroit nous recherchons cette valeur? Donc, nous cliquons sur l'étiquette J, mais pour les mêmes raisons, comme vous le remarquez, Excel mentionne la plage HJ. Nous allons le corriger à la main dans la barre de formule par exemple, car la recherche s'effectue bien uniquement sur la colonne J. Point virgule 0, tout simplement parce que selon la syntaxe de la fonction équive, comme vous le remarquez dans cette infobule, nous souhaitons effectuer une recherche selon une correspondance exacte. Nous fermons la parenthèse de la fonction équive et à ce stade, nous sommes censés avoir retourné à la fonction index l'indice de ligne de chacun des numéros incrémentés lorsque nous aurons répliqué le calcul. Il s'agit tout simplement de croiser avec l'indice de colonne, point et virgule, pour lui indiquer à quel endroit
la valeur à extraire est située? Eh bien, par rapport à la sélection, comme vous le constatez, il s'agit de la deuxième colonne, soit le chiffre 2. Nous fermons la parenthèse de la fonction index et je vous rappelle que nous sommes toujours dans les bornes de la fonction si-erreur pour gérer ces exceptions. Nous venons de lui indiquer quoi faire lorsque aucun problème n'est rencontré. Point virgule, nous allons désormais lui indiquer quoi faire si d'aventure un souci intervenait. Eh bien, deux guillemets comme souvent, qui est l'astuce qui consiste à conserver la cellule vide en cas de souci. Nous fermons la parenthèse de la fonction si erreur, nous validons le calcul par contrôle-entrée et nous allons double-cliquer sur la poignée de la cellule de manière à répliquer cette logique sur l'ensemble du tableau pour constater qu'en effet, et a priori, chacun des candidats se voit attribuer un numéro de passage unique jusqu'au dernier. Il n'y a aucune redondance grâce à l'extraction de ces nombres aléatoires repérés de façon unique par ces numéros incrémentés. Si nous recliquions sur le bouton générer, nous allons juste constater quelles sont les premières valeurs pour remarquer que forcément une mise à jour va s'opérer. Remarquez en effet que les ordres de passage ont été modifiés, adaptés sur ordre donc, pour pouvoir faire ces tris aléatoires. Dans la prochaine formation, donc, nous verrons comment exploiter ces acquis de manière à pouvoir trier aléatoirement des tableaux, car jusqu'alors, nous sommes en mesure de pouvoir les trier croissant, décroissant, sur des textes ou encore sur des valeurs numériques. J'espère que cette petite formation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.